Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 28 septembre 2025. Une nouvelle semaine vient de s'écouler et il est donc temps de refaire les belles actus de la semaine, l'actualité belge, politique surtout, condensée en une seule vidéo. Et aujourd'hui, un thème principal nous occupe, le budget 2026 de tous les gouvernements de la Belgique. Et partout, c'est le même constat, tous les gouvernements sont endettés et sont en déficit, la santé financière de la Belgique n'est pas bonne. Ce thème du jour, il me paraît absolument essentiel parce que dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, dans tous les gouvernements, que ce soit fédéral ou régional ou encore communautaire, on risque de faire des annonces qui vont un peu sincèrement faire mal. Alors pour comprendre un peu mieux justement le risque lié à la dette d'un État et la raison pour laquelle toutes ces annonces vont être faites, je vous renvoie à cette vidéo où j'ai un peu mieux expliqué par exemple le risque d'emballement de la dette. Et donc, vous allez le voir, il va falloir s'attendre dans les prochains jours et les prochaines semaines à toute une série d'annonces qui vont être faites et qui vont impacter très concrètement la vie des Belges. Je vous propose de commencer par le gouvernement flamand. Le gouvernement flamand, aujourd'hui, il a une dette consolidée de 41,7 milliards d'euros. Quand je dis consolidée, ça veut dire que ça concerne le gouvernement flamand, mais aussi tous les services qui en dépendent, par exemple les CPS. Et son déficit est de 4,1 milliards d'euros. Ça, ce sont des chiffres qui datent de 2024. Et si je commence par le gouvernement flamand, c'est parce que c'est le premier qui a déjà bouclé son budget en Flandre. Les négociations budgétaires, elles sont terminées et on a donc déjà les premières annonces. C'est un premier indicateur aussi de ce qui va arriver dans tous les autres gouvernements, le fédéral forcément, et puis les régions également. Surtout que le gouvernement flamand est dirigé par la NVA, par Vooruit et par le CD&V, trois partis qui sont également au gouvernement fédéral. Et en Flandre, donc, c'est clair, l'heure est aux économies avec pour objectif d'économiser jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Et pour ça, il a notamment été annoncé par Matthias Diependael, le ministre président de la région flamande, jusqu'à 300 millions d'euros d'économies dans toute une série de subventions qui étaient accordées jusqu'à maintenant et qui ne sont plus jugées prioritaires. Le bon frigo, par exemple, est concerné en Flandre. Le bon frigo, c'était une aide qui était accordée sur l'achat de tous les appareils électroménagers à faible consommation d'énergie. Ce sera donc normalement terminé. Exit aussi la prime scolaire annuelle. Elle pouvait aller de 30 à 70 euros par personne concernée. Mais en plus de cela, l'aide à la coopération au développement sera considérablement réduite en Flandre. Réduite, limitée donc à l'aide d'urgence et à la coopération multilatérale. Alors l'aide au développement, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait tout simplement pour un pays comme le nôtre d'aller donner des aides dans des pays en voie de développement, notamment pour lutter contre les maladies comme le VIH par exemple. À noter que la voie de la réduction de la coopération au développement, c'est une voie qui est déjà suivie par le fédéral dès le mois de février. Ils avaient annoncé là aussi au gouvernement fédéral 300 millions d'euros de réduction du budget pour la coopération au développement. C'est une question qui se pose fort aussi à l'international, avec le fait notamment que Donald Trump ait supprimé une très grande partie de l'USAID, qui est justement la coopération au développement de la part des États-Unis. Pour la Flandre, en plus de tout cela, le gouvernement a annoncé une réduction de ses coûts en travaillant, je cite, plus efficacement, en faisant moins appel à de la consultance. Ils espèrent ainsi faire 100 millions d'euros d'économies supplémentaires. Ils vont également reporter tous leurs projets jugés trop coûteux. Et puis les droits de succession vont être réformés également. Et enfin, pour ce qui concerne les primes à la rénovation, eh bien, les personnes qui ont les revenus les plus élevés n'y auront tout simplement plus droit. Matthias Diependael a également expliqué son intention de créer un registre pour tout ce qui concerne les aides sociales et son intention surtout de plafonner l'ensemble des aides sociales. Là-dessus, il faudra encore avoir plus d'informations. Vous le voyez donc en Flandre, le ton est donné. Ce sont des mesures qui impactent concrètement et directement la population et c'est ce qui risque d'arriver également au gouvernement fédéral en région Wallonne et en fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour ce qui concerne les gouvernements wallons et bruxellois, on a très peu d'informations. À Bruxelles, c'est tout simplement impossible de créer un budget tant qu'il n'y a pas de gouvernement de plein exercice. La capitale continue donc avec les 12e provisoires, donc une sorte de budget réduit. On se base sur le dernier budget voté dans un gouvernement de plein exercice, celui de 2024, et on accorde chaque mois un 12e de ce budget. On ne peut pas faire de dépenses qui ne sont pas prévues dans le budget 2024 non plus. Pour la Wallonie, j'ai pu parler directement avec le ministre-président Adrien Dolimon le 14 septembre lorsque je l'ai vu aux estivales du MR. Et là aussi, s'il y a très peu d'informations qui filtrent pour le moment sur ce qui va être fait, puisque les conclaves budgétaires n'ont pas encore commencé en Wallonie, eh bien, Adrien Dolimon dit s'attendre à une situation difficile. Il est clair sur le fait que la Wallonie n'est pas en bonne santé financière. Il attend un déficit d'environ 3 milliards d'euros. Et donc là aussi, le gouvernement wallon devrait prendre des mesures pour corriger cette trajectoire budgétaire. Le gouvernement qui se trouve dans la situation la plus compliquée aujourd'hui, c'est celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce gouvernement reçoit 13 milliards d'euros de la part du gouvernement fédéral et pas un euro de plus. Ce gouvernement ne peut pas non plus lever de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts pour augmenter ses recettes. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, il dépense 14,5 milliards d'euros. Il y a donc un déficit d'1,5 milliard d'euros. Et pour corriger la trajectoire budgétaire, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a donc pas d'autre choix que de faire des économies. Et ces économies, justement, eh bien, elles risquent de piquer un peu. Pour faire son budget, la Fédération Wallonie-Bruxelles a commandé un rapport d'experts pour savoir où elle pourrait faire justement des économies. Ce comité d'experts, il est composé notamment du CEO de la banque Dexia. Et il ne va pas par 4 chemins. Il faut savoir que le plus grand poste de dépense de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça concerne l'enseignement, c'est sa compétence principale et ça représente plus de 10 milliards d'euros de dépenses à la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est donc là-dessus que s'est concentré essentiellement le rapport des experts. Parmi les mesures proposées, on a notamment la réduction du nombre de petites classes, celle de moins de 10 élèves. On ferait une réforme similaire à celle qui vient d'être faite dans l'enseignement qualifiant, c'est-à-dire qu'on supprime les petites classes de moins de 10 élèves, surtout s'il y a des options pareilles dans des écoles qui sont pas loin. On réduit le nombre d'options disponibles dans une même école pour éviter les doublons dans les écoles voisines. Les élèves du secondaire seraient également un petit peu moins présents en classe. Le rapport conseille de réduire le nombre d'heures semaine qu'ils ont à l'école. Et puis, certains professeurs du secondaire verraient leur temps de travail en présentiel face aux élèves augmenter. On parle là notamment des professeurs d'éducation physique ou encore de musique ou encore d'art plastique. Et bien évidemment, ça serait sans avoir de salaire supplémentaire. Pour les enseignants toujours, le rapport conseille de réduire fortement, voire de supprimer le système des aménagements de fin de carrière. Et puis, pour les étudiants du supérieur, le rapport conseille là d'augmenter le coût du Minerval pour les étudiants, mais augmenter aussi le coût de la cotisation pour les étudiants européens. Il y a également l'idée de mener une réforme pour revoir toutes les aides, toutes les subventions qui sont accordées aux étudiants. Et puis, dans les autres domaines de compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on peut observer aussi dans le rapport qu'il conseille d'avoir moins de centres ADEPS et puis de faire des économies supplémentaires, notamment à la RTBF. Et puis enfin du côté du gouvernement fédéral, là aussi, la situation financière ne s'annonce pas meilleure. La dette du gouvernement fédéral dépasse les 500 milliards d'euros à elle seule. Cette année, le gouvernement fédéral aura un déficit de 26,6 milliards d'euros. Ce sera à peu près le même déficit en 2026. Et puis, il est prévu à politique inchangée un dérapage complet d'ici l'année 2030. Le déficit du gouvernement fédéral pourrait atteindre les 42 milliards d'euros. Au niveau fédéral, donc le gouvernement, là aussi, va devoir revoir sa copie. D'après le bureau du plan, les mesures, toutes les réformes qui ont déjà été annoncées et mises en place, elles vont, au niveau économique, porter un peu leurs fruits, mais ce ne sera pas du tout suffisant. Alors, les négociations budgétaires pour le gouvernement fédéral, elles vont commencer concrètement ce lundi, et on a encore très peu d'informations là aussi sur ce qui pourrait être annoncé. Cela dit, on peut s'attendre quand même à de fortes
fortes économies dans le secteur des soins de santé. Frank Vandenbroek, le ministre en charge, a déjà annoncé depuis le mois de juillet qu'il souhaitait faire 907 millions d'euros d'économies dans ce domaine, avec des propositions qui passeront par l'augmentation du coût pour les citoyens belges des médicaments, par exemple. Et puis il y a également l'idée de Georges-Louis Boucher qui est à surveiller aussi, celle qui consiste à limiter les allocations familiales. Après le quatrième enfant, l'État ne donnerait plus d'allocations familiales aux familles. Voilà donc pour cette large page consacrée au budget de l'État. Je suppose que vous avez compris maintenant pourquoi c'était vraiment important de revenir là-dessus. Et évidemment, on surveillera la situation et l'évolution des annonces dans les prochains jours et les prochaines semaines ici sur mon compte. Autre sujet maintenant et beaucoup plus en bref, Anneleen Van Bossuyt, la ministre fédérale NVA en charge des affaires sociales et de l'asile et de l'immigration, a fait de nouvelles annonces cette semaine. La première concerne le plan Grand Froid. Le plan Grand Froid, c'est donc ce plan qui consiste à ouvrir des lits d'accueil supplémentaires pour les personnes sans domicile fixe en hiver, quand il fait évidemment froid. Ce plan est financé essentiellement par les régions, mais jusqu'à maintenant, le fédéral y prenait encore une partie pour 5 grandes villes que sont Anvers, Gand, Bruxelles, Liège et Charleroi. À ces 5 grandes villes, le fédéral donnait encore 65 000 euros pour financer le plan Grand Froid. Justement, eh bien, la ministre en charge, Anneleen Van Bossuyt, vient d'annoncer que ce sera terminé dès cette année. La ministre justifie son choix essentiellement par le fait que cette compétence officiellement appartenait déjà aux régions et donc son cabinet et elle ne veulent plus prendre en fait en charge des compétences qui appartiennent aux régions. Elle a donc simplement décidé de supprimer le financement. Pour elle, cela ne remet pas en cause l'importance de l'accueil des personnes sans domicile fixe partant de grand froid et elle se dit prête à collaborer avec les grandes villes pour une transition et trouver des solutions adaptées si elles en ont besoin. Sa deuxième annonce concerne, lui, le revenu d'intégration sociale qui est donc accordé au CPAS et les personnes issues de l'immigration. Elle annonce travailler sur un projet de loi pour que désormais les personnes issues de l'immigration soient, via le revenu d'intégration sociale, incitées à mieux s'intégrer dans la société. Leur revenu sera en fait conditionné à leur capacité à s'intégrer pour toucher 100% du revenu d'intégration sociale. Par exemple, les personnes concernées devront apprendre le français ou bien encore travailler. Si elles ne font pas l'une des deux conditions, eh bien leur revenu sera diminué. Et puis enfin, dernier sujet, en bref également, s'il fallait revoter aujourd'hui, les votes seraient-ils les mêmes que le 9 juin 2024 ? Pas du tout, selon le grand baromètre RTL Info Ipsos le soir qui vient d'être fait. En région bruxelloise, par exemple, c'est le PTB désormais qui prendrait la tête d'une courte tête devant le PS et puis troisième, le MR qui s'effondre un peu en région bruxelloise. En région wallonne, ça serait le PS en tête, suivi du MR et puis le PTB pour refermer la marche. Et puis en Flandre, vous le voyez, c'est le retour du Vlaams Belang assez largement en tête avec une érosion pour la NVA qui arrive donc deuxième. Au niveau des personnalités préférées en Wallonie et à Bruxelles, c'est exactement pareil. Au niveau du top 3, c'est d'abord Sophie Wilmès, puis Alexander De Croo et enfin Paul Magnette qui ferme la marche. Et puis, en Flandre, la personnalité préférée, c'est Bart De Wever, suivi de Zual Demir et de Theo Franken. Alors, comment on peut lire ces résultats ? Eh bien, on voit clairement que pour les partis qui sont au pouvoir, les partis du gouvernement Arizona, il y a une érosion, surtout pour le MR qui chute assez fort. À Bruxelles, le parti ne s'effondre pas, mais on voit vraiment qu'il convainc de moins en moins. Ça, c'est assez clair. À Bruxelles, on peut peut-être expliquer ça par le fait que le MR n'arrive pas à former le gouvernement bruxellois. Dans la logique, c'est lui qui a gagné les élections. Et donc, c'est David Leister, qui est le chef de groupe à Bruxelles, qui doit prendre la tête et qui doit former ce gouvernement. Or, à Bruxelles, eh bien, on pédale dans la semoule. Il y a probablement au niveau du MR aussi quelques promesses qui ont un peu déçu parce que pas vraiment tenues. On peut penser par exemple aux fameux 500 euros supplémentaires. Et puis peut-être aussi que la personnalité de Georges-Louis Boucher, qui est tout le temps présent dans les médias, qui est un personnage clivant, eh bien cette personnalité, elle ne plaît pas à tout le monde non plus. À gauche, on peut vraiment observer une nette progression du PTB, ça c'est très clair, et puis le PS aussi.
Ce qui marche probablement pour ces 2 partis-là, eh bien, c'est qu'ils récupèrent un petit peu tous les électeurs qui ne sont pas contents de l'Arizona. Certains avaient voté notamment pour le MR, pour du changement, et puis aujourd'hui, ils sont peut-être un peu déçus. Et donc, la gauche, quelque part, sans faire grand-chose, récupère potentiellement un petit peu tous ces électeurs-là. Voilà donc pour les Belgactus de cette semaine. J'espère que ça vous a intéressé. Et si justement mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche YouTube. C'est ce qui vous mettra au courant de quand je sortirai des vidéos. Et puis pour les prochaines vidéos, il y en aura certainement dans la semaine qui arrive. Mais je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour les prochaines Belgactus. Eh bien, la semaine prochaine, probablement plutôt lundi pour les prochaines Belgactus. Ciao!